Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais pas vous mentir, on risque de s'ennuyer un petit peu dans cette vidéo. On risque de s'ennuyer parce qu'on parle du BMW X1. Et le X1, si vous voulez, c'est un petit peu comme un costume cravate. C'est propre, c'est professionnel, c'est très présentable, mais c'est pas extravagant, c'est pas fun, on s'amuse pas. Quelque part, c'est assez compréhensible, c'est assez logique, puisque la grande majorité des personnes qui vont acheter ce véhicule, ils vont prendre ça en leasing d'entreprise, ce sera leur voiture de société. Alors attention à ne pas se méprendre, on pourrait croire que je suis en train de dire que c'est une mauvaise voiture, mais pas du tout. En réalité, elle a été extrêmement bien réfléchie, c'est une très bonne voiture pour la clientèle qu'elle vise. On va en parler en détail, mais déjà je vais rentrer dedans parce que là il pleut. C'est vrai que parfois, en tant que passionné d'automobile, on a tendance à oublier qu'une voiture, ça doit d'abord être une voiture. Et celle-ci, eh ben, elle arrive particulièrement bien à être juste une voiture. Alors forcément, du coup, elle fait rien de plus. Elle va pas chercher le point bonus. Et ça fait que il n'y a pas énormément de choses à en dire. Surtout que elle n'a pas vraiment de défaut. Du coup, ça fait encore moins de choses à en dire. Vous comprenez pourquoi je commence à vous expliquer qu'on risque de se faire un petit peu chier dans cette vidéo. Et ça se retranscrit également complètement dans son design, puisque c'est une BMW dessinée pour être la plus consensuelle possible, tout en restant une BMW. Et ça, c'est une tâche sacrément ardue. Le but étant de plaire au plus grand nombre, en Europe comme en Asie, aux femmes comme aux hommes. Personne n'aura un coup de cœur sur le BMW X1, mais personne ne peut le trouver affreux, puisque dans son design, il n'y a absolument aucune aspérité, aucune prise de risque, et pourtant, ils ont réussi à ne pas le rendre fade. On obtient une sorte d'entre-deux parfait, qui permet vraiment à ce véhicule de paraître agressif et premium quand on le regarde, mais qui peut passer totalement inaperçu sur le parking du supermarché local le dimanche matin. Et c'est exactement ce que les clients de ce genre de véhicule recherchent. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour dans la version vraiment milieu de gamme. Ici, on est sur un X-Line. Ouais, maintenant, il y a des X-Line dans les finitions, ce qui est du coup vraiment une sorte de milieu de gamme. Sur celle-ci, on est en diesel, c'est le 18D. Alors, c'est une motorisation qui est extrêmement connue chez BMW, qui est pratiquement sur toutes les voitures de la gamme. C'est un diesel de 150 chevaux qui est assez classique finalement. Il marche correctement, honnêtement. Dans la plupart des situations, ça va vous suffire. Moi, j'ai tendance à dire que ça se traîne un petit peu parce que j'ai l'habitude d'avoir un petit peu plus de peps. Mais pour les clients de ce genre de voiture, ça suffira amplement. En termes de sensation de conduite, il n'y en a pas. Honnêtement, on s'ennuie, hein, clairement. Ça va être le thème de la vidéo. Hein, on va s'ennuyer tout du long. Comment dire ? Elle vous donne aucune sensation. C'est-à-dire qu'elle roule très bien, elle tient correctement le pavé, elle est confortable. C'est vraiment une très bonne voiture, mais on n'est pas là pour le fun, on n'est pas là pour s'amuser. Du coup, on ne s'amuse pas, quoi. C'est vraiment le mot d'ordre de cette voiture, c'est on ne s'amuse pas. On est là pour être pro, pour être propre. Donc c'est vraiment la voiture parfaite quand vous avez juste envie de vous déplacer. C'est la voiture pour aller du point A au point B. En termes de finition intérieure, ici on a un cuir clair que je trouve assez joli, mais qui encore une fois est assez classique, assez discret. En fait, toutes les finitions font premium. On sent qu'on est dans une BMW, donc c'est quelque chose de bien fini, on est dans une belle allemande, malgré le fait que ce soit vraiment le tout début de la gamme. Le X1, c'est vraiment le tout petit SUV de la gamme, donc il n'y a pas de folie sur l'intérieur de cette voiture, mais là où les yeux se posent, là où les mains se posent, c'est bien fait, c'est agréable, c'est premium, c'est ce qu'on peut attendre d'une BMW de cette gamme-là. Après, il y a 2-3 trucs qui vont quand même choquer et où on va se dire « Ah, c'est dommage, ça aurait pu aller un petit peu plus loin, on aurait pu faire un truc un petit peu plus sympa », c'est notamment au niveau du panel avec les écrans. On est sur les écrans assez typiques maintenant chez BMW, c'est-à-dire la copie conforme de ce qui se faisait chez Mercedes il y a 5 ans. BMW, il faudrait peut-être rattraper un petit peu le retard parce que chez Mercedes, ils sont déjà passés à autre chose. Enfin bref,
ce que je vais regretter, ça va être les boutons tactiles au milieu des deux écrans. Parce qu'en fait, ça casse complètement la dynamique entre les deux écrans. Les écrans ont l'intérêt justement de donner cette impression qu'on est sur un énorme panneau qui fait toute la largeur du tableau de bord. Et au final, on se retrouve avec des boutons tactiles au centre là qui viennent casser cette dynamique. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, je le regrette vraiment. Surtout que pour le coup, s'ils avaient été de l'autre côté, ils auraient été beaucoup moins cachés par le volant. Ils auraient été accessibles également par le passager parce que on va pas se mentir, d'habitude, les gens qui gèrent tout ce qui est infotainment, ça va être aussi les passagers. Nous, on est en train de conduire, la personne à côté va pouvoir gérer un petit peu tout ça. Là, les boutons, ils sont vraiment mal placés pour ça et c'est dommage. Je vous parlais des matériaux, des textures, de tout ce qu'on touche. Alors, tout est relativement quali, mais il y a 2-3 endroits où on se dit ah, c'est moins quali que ce qu'on aurait pu s'attendre. Notamment, ce qui nous saute aux yeux parce que c'est juste devant notre nez, ça va être tout ce qui va être commande au volant. Où on est sur un plastique qui fait pas très qualitatif. C'est une sorte de plastique en soft touch, mais qui est vraiment pas incroyable. Les boutons font assez cheap. On se croirait sur une sorte de baladeur du début des années 2000 là. Je pense qu'il y avait peut-être un effort à faire là-dessus. Chez BMW, il y a de très beaux volants. C'est dommage de se retrouver avec ça là-dessus. Alors, petit point bonus sur l'intérieur, sur tous les petits détails sur les pièces plastiques. En fait, on sent que au niveau budget, il fallait absolument qu'il y ait pas mal de pièces en plastique parce que forcément ça coûte beaucoup moins cher. Mais il y a un vrai travail design qui a été fait dessus et notamment au niveau des petits patterns qu'il va y avoir dessus. On va se retrouver avec plein de petits détails un petit peu partout au niveau du chargeur sans fil, au niveau des petites commandes de clim, au niveau de l'haut-parleur au centre, etc. On sent qu'il y a un petit travail qui a été fait pour redonner encore un petit côté un petit peu plus premium et faire oublier la présence de ce plastique. Alors je viens de citer la recharge sans fil du téléphone que je trouve extrêmement bien pensée. Je pense que c'est la meilleure recharge sans fil que j'ai jamais vue dans une bagnole. Pourquoi ? Déjà parce que on a une très bonne vision sur l'écran de notre téléphone. D'accord, il est branché en CarPlay, il est branché en Android Auto, mais il y a toujours des choses qui se passent sur l'écran qui ne peuvent pas être retranscrits sur Apple CarPlay et sur Android Auto. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'écran directement en face de nous. On peut checker un petit peu ce qui se passe. Deuxième avantage, c'est qu'il est vraiment sécurisé sur le socle de recharge. Donc le socle de recharge a une petite texture un petit peu rugueuse, un petit peu caoutchouteuse pour venir un petit peu fixer le téléphone. Mais au-dessus de ça, il y a une sorte de rambarde de sécurité qui vient se coller sur le téléphone afin vraiment d'être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il reste bien en place. C'est ultra intelligent, j'aimerais voir ça partout. Alors en termes d'interface, honnêtement, pas de surprise. C'est à peu près la même interface qu'il y avait dans la i4 que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai déjà parlé de l'interface, on ne va pas refaire tout un sujet là-dessus. Juste le petit truc qu'il faut absolument préciser, c'est que le menu de clim est dans l'écran tactile. Donc on est vraiment obligé d'entrer dans un menu pour avoir tout ce qui est clim. Et ça, moi, ça m'énerve toujours, hein. Alors, vous imaginez pas l'économie que ça fait à une marque de tout mettre dans l'écran tactile plutôt que d'avoir un bloc de clim. Un bloc de clim, ça coûte une fortune à développer, ça coûte une fortune à construire. Si tout est dans l'écran, c'est beaucoup moins cher. Mais là, on a été jusqu'à mettre les sièges chauffants directement dans l'écran tactile. Il n'y a pas un autre moyen de l'activer que de passer par l'écran tactile. Et ça, c'est un petit peu relou parce que au début, je ne savais même pas si la voiture en était équipée en fait. Donc aller dans un menu pour les activer, vraiment c'est dérangeant. J'aurais préféré avoir un petit bouton ici et un autre de l'autre côté. Ça aurait beaucoup facilité les choses. Franchement, pour le prix de 2 boutons, on aurait quand même pu faire ça. Sinon, honnêtement, le reste de l'interface, c'est fluide, ça marche bien, c'est bien réfléchi. Il n'y a pas d'erreur en termes d'interface. On a les petits menus qui sont là et on a forcément Apple CarPlay qui prend la totalité de cet écran-là. Donc, c'est vraiment agréable. Alors, évidemment, on aurait pu s'imaginer avoir un écran un petit peu plus grand.
Bon, on n'est pas sur du X5 ou ce genre de choses. On est sur un X1, ça reste relativement petit, c'est l'entrée de gamme de chez BMW. Donc il faut aussi un petit peu savoir se contenter de ce genre de choses. C'est déjà vraiment très correct, je trouve. Se contenter, car c'est déjà très correct. Est-ce que ça serait pas un petit peu le mot d'ordre de cette version en 18D X-Line? Alors, peut-être que votre patron est un petit peu rigide sur le tarif de votre voiture de société, et vous serez effectivement obligé de vous contenter de ce 18D X-Line. Ou alors, peut-être que par chance, vous avez un patron sympa. Ou alors vous êtes chef de votre propre entreprise et du coup c'est vous qui décidez le budget alloué à la voiture de société. Mais si votre budget peut être un petit peu plus grand, vous pouvez peut-être partir là-dessus. Alors, j'ai pas le tarif mensuel exact, tout ce que j'ai c'est le tarif à l'achat normal et cette voiture est quand même plus chère que l'autre que j'ai présenté avant. Celle-ci est 7000 € plus chère que la 18D en X-Line. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a de plus avec cette voiture, avec cette version? Alors déjà en termes de motorisation, on passe sur le 23D. Donc on gagne un turbal et on gagne une micro-hybridation. Alors bon, vous allez me dire, micro-hybridation, on va gagner quoi? On va gagner une vingtaine de chevaux. Certes, mais ça va vous permettre de dire à votre beau-frère vegan un peu relou que certes vous roulez en SUV diesel, mais en SUV diesel hybride. Et là ça change tout. Non, en vrai, ça ne change pas grand-chose. On gagne à peine 20 chevaux en hybridation, donc sur la consommation, ça va se ressentir à peine. Ça va vous permettre de faire descendre le malus écologique et puis ça va vous permettre également d'avoir un petit boost de puissance à certains moments. Alors évidemment, le 23D, il n'y a pas que les 61 chevaux en plus. On a également ce petit logo ici, X-Drive, ce qui indique que ce véhicule-là est 4 roues motrices. Et ça va changer beaucoup de choses sur son comportement routier. Et évidemment, vous aurez reconnu cet autre logo, le logo M. En fait, ici, c'est un pack M. Donc, c'est un pack avec beaucoup plus d'options que sur la version qu'on a essayé avant. Et surtout, on va avoir le châssis M avec des suspensions pilotées. Et là, d'un coup, avec la puissance supplémentaire, les 4 roues motrices et les suspensions M Select Drive, je dois dire qu'on s'ennuie beaucoup moins à son volant. Ça n'a rien à voir avec ma version d'essai précédente. Alors, je suis pas en train de vous dire que ce X1 s'est transformé en M2, mais franchement, sur les petites routes sinueuses, sur les hauteurs du lac du Bourget, je commencerai presque à prendre du plaisir au volant. Alors, le couple du diesel est présent, le comportement en virage est amusant, grâce aux 4 roues motrices, elle perd vraiment cette tendance à sous-virer qu'on avait sur la version S-Drive. En plus de cela, ma version est vraiment bien équipée. On a le kit Harman Kardon qui fait oublier le vilain bruit du diesel. On a le toit ouvrant panoramique qui permet de mieux apprécier le panorama. Et puis forcément, le pack M qui donne une voiture qui esthétiquement est beaucoup plus agressive, beaucoup plus valorisante, surtout avec ce Portimao Blow typique des versions M de BMW. Autant je critiquais un petit peu le côté cheap du volant de la 18D X-Line de tout à l'heure, autant ici avec le volant du pack M, le petit logo en bas, les petites branches ajourées et puis l'effet un petit peu chromé autour des boutons de commande sur le volant, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus premium, de beaucoup plus sympa quelque part. D'un coup, ce n'est plus une voiture qu'on achète par nécessité de se déplacer, mais beaucoup plus une voiture qu'on achète par plaisir. On a moins tendance à chercher le porte-plaque lisse-plan sur ce genre de version. Alors, ça peut totalement être une voiture de société quand même, c'est une BMW, donc la valeur résiduelle est énorme, même configurée d'une façon un peu moins consensuelle. Disons qu'on peut rouler en X1 diesel par nécessité, mais on n'est pas obligé de le faire sans prendre un peu de plaisir. Et puis, si jamais ça vous suffit pas, BMW va sortir très rapidement une version complètement improbable en 30E. Essence hybride rechargeable de, tenez-vous bien, 326 chevaux, ce qui devrait calmer pas mal de monde. Et dans le cas où vous êtes tenté par l'ELEC, BMW sort également une version iX1 totalement électrique de 313 chevaux, ce qui devrait être vraiment pas mal également. Ces deux versions sont d'ailleurs déjà en commande sur le site de BMW. Je suis assez pressé de pouvoir faire un tour là-dedans, il y a moyen que ce soit assez amusant. En attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.